Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je souhaitais tout d'abord remercier nos conférenciers qui nous ont fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Je voudrais aussi remercier une amie, une des initiatrices des dialogues en humanité qui m'a fait le plaisir de venir de Lyon. Des remerciements aussi à nos partenaires, l'Institut français, le Centre Jacques Berg, la Société d'Harry Kouspat et Villa Mandarine. Je souhaiterais partager avec vous la genèse de cette conférence, le pourquoi de cette conférence. En premier lieu, comme vous le savez, le contexte mondial est assez problématique. On fait face à une intensification des crises, crises économiques, environnementales, sociales, économiques, etc., etc. On vit vraiment dans un monde instable et donc un monde anxiogène. L'anxiété des corps fait écho à la souffrance des âmes. Les cœurs et les corps en fin d'humanité. La pauvreté, l'errance, les crises, les dictatures, les guerres bafouent chaque jour plusieurs milliards de femmes et d'hommes. La solitude, l'individualisme, la misère morale, le manque d'amour rongent l'être de tous ceux que le confort devrait contenter. Où est la voie? Où allons-nous? Comment être une femme? Comment être un homme aujourd'hui? Comment, au cœur de cette tourmente, répondre à notre cœur et protéger notre humanité qui nous fait être? Deuxième raison du pourquoi de cette table ronde, qui nous ont poussé à l'organiser. Durant les dernières vacances, j'ai emprunté le train pour aller à Marrakech. Ça pourrait être le train de tout un chacun de nous, le train des terriens. Dans ce train, il y avait un échantillon remarquable de notre humanité, remarquable de sa diversité. Il y avait réunis dans le wagon des hommes et des femmes, des cadres et des touristes, des jeunes et des moins jeunes, des noirs, des jaunes, des blancs, des minces, des enveloppés, des chauves, des chevelus, des femmes voilées et d'autres pas, des barbus d'autres pas. À l'évidence, il y avait évidemment parmi eux une infinité de caractères, des joyeux, des bougons, des contemplatifs dont le regard balayait le paysage par les fenêtres, et des hyperactifs qui étaient rivés à leur écran d'ordinateur. Il y avait aussi des humbles, des orgueilleux, deux d'entre eux portaient des uniformes, mais ça ne suffisait pas à les définir. L'un était un homme et l'autre une femme. Le premier affichait une ostentation, sa décontraction, sa boule mal rasée, sa casquette de travers. L'autre, en revanche, se voulait coquette, pomponnée. Je me suis dit, peut-être que le premier voulait peut-être afficher un certain rejet de sa fonction, et que l'autre, au contraire, y voyait de la dignité et retirait de la fierté. Puis le soleil s'est levé sur le paysage, peut-être pour nous rappeler qu'au-delà de nos individualités, la diversité de nos caractères, de nos sentiments, de nos aspirations, nous étions tous unis par une même appartenance. Nous étions tous des habitants. Nous étions tous membres d'une espèce singulière, l'espèce humaine. Penser à un grand débat sur l'avenir des sociétés humaines et relancer une dynamique de progrès social, vaste programme, mais ô combien nécessaire. Pour relever ce défi, nous avons voulu à HM rassembler 9 personnalités. Il y a 2 personnalités qui vont nous rejoindre. Elles sont sur la route. Il y a eu une alerte à la bombe à l'aéroport de Charles de Gaulle, et donc elles nous rejoindront tout à l'heure. Donc pour relever ce défi, on a voulu HM rassembler 9 personnalités qui proviennent d'horizons divers pour réfléchir et débattre sur des initiatives qui pourraient prendre institutions, acteurs politiques et sociaux pour l'épanouissement des sociétés meilleures et plus justes dans les décennies à venir. À vous la parole. Merci. Oui, vous m'entendez? Je suis très heureux au nom de HEM d'être avec mon amie Sabrina Mervin à la manette pour faire en sorte que ces voix vous parviennent. Je suis très content que toutes et tous vous soyez parmi nous ce soir et que vous soyez aussi nombreux à nous suivre.
Vous le savez, la culture du débat est ancrée dans cette institution depuis 20 ans. L'année prochaine, nous fêterons les 20 ans de l'université citoyenne que nous avons créée en 97. Il nous arrive de temps en temps de voir grand. Généralement, on fait des conférences avec 3-4 intervenants, mais de temps en temps, on considère qu'il y a des questions tellement importantes qu'on serait trop peu pour en parler assez. Je ne vais pas faire d'introduction. Ali a fait une très belle introduction, donc je vais vous faire l'économie de cela. Un mot, juste pour dire que la question de l'humain, elle se repose à chaque fois à nous, quand il y a des guerres, quand il y a de la violence, quand il y a de l'exploitation, de la surexploitation. Elle se repose à nous quand on ne sait pas gérer les mobilités humaines. Elle se repose à nous lorsque nous ne savons pas regarder les autres dans les yeux. Je pense que nous sommes dans un moment où il y a un excès d'exploitation, un excès de violence, un excès d'indifférence. Et c'est pour cela que cette question aujourd'hui est centrale. Elle est centrale aussi pour nous de repenser l'humain à partir de là où nous sommes. Ça veut dire ici et maintenant, et pas uniquement penser l'humain de manière transcendantale, penser l'humain dans le lien qui se fait dans le quotidien, dans nos vies de tous les jours. Pour cela, nous avons une belle palette et je vais tout de suite céder la parole à Sabrina Mervin pour enclencher le premier duo de prise de parole. Merci beaucoup, Driss. Bonsoir à tous. Donc, penser notre humanité, la question, elle est simple, a priori. Elle est aussi très complexe, je dirais, à la manière d'Edgar Morin. Et pour commencer, je vous suggère de repartir sur les mots, sur la définition des mots, des concepts. Et c'est pourquoi je vais demander d'abord à Ali Ben Marlouf de nous introduire un petit peu sur le sujet. Donc, Ali Ben Marlouf est professeur de philosophie arabe et de philosophie de la logique. Et donc, Ali, qu'est-ce que ça veut dire penser notre humanité? Est-ce que d'abord on peut dire notre humanité? Est-ce qu'on a une humanité commune? Est-ce qu'il y a une manière de la penser? Est-ce qu'on n'a pas besoin pour cela justement de mettre les humanités au pluriel, de parler des humanités, et puis ensuite de déboucher sur l'humanisme? Ou bien est-ce qu'il y a un humanisme, des humanismes? Voilà. Merci beaucoup, merci de votre invitation, merci de ces belles questions, presque à hauteur, au-delà de la hauteur humaine en tous les cas, paradoxalement alors même qu'elle parle de l'humanité. Je prendrai peut-être les questions dans l'ordre inverse de celui dans lequel elles ont été posées. L'humanisme a souvent été conjugué au singulier. Il y a eu comme une captation par la culture occidentale des valeurs de l'humanisme et finalement on se réjouit, comme dirait Montesquieu, comment peut-on être persan? On se réjouit quand on trouve que d'autres précisément partagent ces valeurs qui ont été capturées par la culture occidentale. C'est un grand anthropologue, Jacques Goudy, dans un ouvrage qui s'intitule « Le vol de l'histoire », il y a eu comme un vol de l'histoire, une captation des valeurs humaines, qui le dit et qui le proclame. Donc l'humanisme a souvent été mis au singulier. Et il a été mis au singulier, alors ces caractéristiques viennent précisément de ce qu'on a appelé les humanités, et les humanités ont été définies comme le propre des humanistes qui sont des grands érudits. Et donc, il y a eu tout de suite un arrimage de l'humanisme dit classique, dit renaissant,
dit occidental, aux questions de la connaissance. Les grands érudits, dans la tradition arabe, les Kuteb, eh bien, ont eu cette captation du mot humanité. On y a joint deux choses. D'une part, la pleine érudition et d'autre part, un caractère moral au sens large du terme, qui est l'épanouissement des capacités humaines. On a parlé aussi de la perfectibilité humaine. En fait, comment hypertrophier un potentiel qui ferait que l'on puisse parler de l'humain, parce qu'après tout, il faut être porteur de l'humain sur cette base à la fois d'érudition et sur la base de l'épanouissement au sens de gain d'autonomie, au sens d'une capacité. Et puis, de ces deux caractéristiques